Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de 24/60 sur le 20e anniversaire de la crise du verglas. Janvier 1998. L'impossible est arrivé. On s'était pourtant préparé, mais pas à ça. 1,5 million d'abonnés se retrouvent dans le noir. Est-ce que vous aviez de bonnes nouvelles? Bonsoir. Aviez-vous de bonnes nouvelles à Malheureusement, non. En fait, le pire est à venir et on l'attend, surtout cette nuit. D'un coup, ça a fait un gros bruit. Je regarde par la fenêtre puis je vois justement le poteau le pylône en train de s'effondrer. Puis de la file, tout a suivi au complet jusqu'au 5e rang. On dit qu'une image vaut 1000 mots, alors regardez bien ce que vous voyez là. C'est le centre-ville de Montréal, plongé dans le noir. Nous vivons aujourd'hui la période, je dirais, la journée la plus critique de toute cette affaire. Tout ce qui peut être fait pour en sortir est présentement fait, que nous pouvons maintenant avoir des espérances du côté de la météo, alors que depuis lundi, les nouvelles sont constamment inquiétantes. Ce qui est en rouge, c'est 100% sans électricité présentement. Et monsieur et madame en haut à Hydro-Québec, arrêtez de penser qu'on va avoir de l'électricité dans 7 jours. Ici, je le dis et je le répète, ça ressemble à la Bosnie. Il vous faudrait d'autres génératrices. Oui, mais je me sens très bien parce qu'on a des cultivateurs établis. Il y a bien des jeunes qui ne savent pas comment passer au travail. C'est un appel que je lance immédiatement à tous les Québécois, à toutes les Québécoises qui sont pourvus d'électricité, de communiquer avec leurs parents, leurs amis qui sont dans la difficulté, de les inviter et même de les convaincre à venir demeurer chez eux. Que d'images, que de souvenirs. Ceux qui l'ont vécu s'en souviendront probablement toute leur vie. On a entendu la détresse chez les agriculteurs, mais tous ceux qui ont été privés d'électricité pendant des semaines, on ne pouvait pas imaginer qu'une chose pareille puisse se produire au Québec. La crise du verglas de 98 a marqué à jamais l'histoire du Québec. Et pour souligner cet anniversaire de cette catastrophe naturelle, la plus importante, dit-on, vraiment au Canada, nous vous présentons ce soir cette édition spéciale de 24/60. Du 5 au 9 janvier 98, jusqu'à 100 mm de pluie verglaçante tombent sur le sud du Québec. Les installations d'Hydro-Québec ne résistent pas à l'accumulation de verglas. Les pylônes et les poteaux s'effondrent. On ne croyait pas que ça puisse arriver. Et donc, 1 million de personnes dans le noir, du centre du Québec jusqu'à l'Outaouais. Et lors de ce fameux Vendredi noir dont on va vous parler au plus fort de la crise, ce sont 3,5 millions de Québécois qui sont sans électricité. C'est la moitié de la population. C'est Lucien Bouchard qui dirige le Québec à ce moment-là. 20 ans plus tard, l'ancien premier ministre nous amène dans les coulisses de cette crise du verglas qui a très certainement marqué son mandat de premier ministre. Bonsoir, M. Bouchard. Oui, bonsoir. Vous regardiez ces images avec une certaine émotion, je pense. 20 ans plus tard, peut-être ne les aviez-vous pas vues depuis. Qu'est-ce que vous ressentez à les revoir? Qu'est-ce que ça évoque? C'est le souvenir d'un moment de gravité, je dirais. Beaucoup d'inquiétude, mais de gravité qui était évidemment associé à l'obligation où on se trouvait, où je me trouvais, de prendre la tête du combat. Mais d'un combat incertain, les règles n'étaient pas écrites, on n'avait pas prévu qu'une chose comme celle-là arriverait. Il n'y avait pas de plan de sécurité qui avait été dressé. C'était une hypothèse absolument invraisemblable. Alors on a dû tout imaginer, tout improviser. En fait, on a travaillé à l'instinct. Puis, moi, personnellement, je me suis retrouvé là-dedans avec le sentiment qu'il fallait sauver la famille. Bon, moi, je suis chef d'une famille, il y a une grande épreuve qui nous menace. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Protéger la famille. Alors, la réunir d'abord, la rassurer, la réunir, lui inspirer un minimum de confiance. Et faire en sorte qu'on puisse, ensemble, trouver des solutions pour durer, traverser, survivre et même, si possible, redresser la situation. Alors, on a réagi comme ça, dans le sens que c'est arrivé un peu d'une façon insidieuse, hein, le déclenchement de cette crise. Je me souviens que j'arrivais de Québec. On devait être quelque part aux environs du 5 janvier, le 4-5 janvier, un peu avant peut-être. Et déjà, il y avait une mauvaise température, c'est sûr. Et puis on rentrait en auto. Je pense que les avions ne volaient pas.
On rentrait dans l'auto, puis on est entré avec une voiture du gouvernement, puis il y avait des gardes du corps avec moi. Et on avait emprunté la 40. Sur la rive nord. Sur la rive nord. Mais là, de plus en plus, les conditions se détérioraient. L'accumulation de glace, de neige, on ne voyait pas. Ça ne marchait pas, ça bloquait. Et en arrivant à Trois-Rivières, les gardes du corps ont décidé de bifurquer par l'Avin. Alors, on a traversé le pont de Trois-Rivières, puis on est allé sur l'Avin. C'était pas tellement mieux. Puis on est rentré à Montréal. Puis là, évidemment, en arrivant à Montréal, là, c'était pas... Ça ne marchait pas. Là. On voyait qu'il se passait quelque chose. Et c'est le lendemain que l'ampleur de la crise nous est tombée dessus. Immédiatement le lendemain, ouais. Donc, vous deviez partir en mission oui, on se préparait à partir en Amérique latine avec une mission économique que présidait à l'époque M. Jean Chrétien avec tous les premiers ministres du Canada. Mais évidemment, il est apparu tout de suite qu'il ne fallait pas partir, il fallait rester. Hein. Ouais. Parce que dès le lundi, le mardi, on n'appréhendait pas une aggravation nécessairement. C'est seulement quand on entend Pascal Yakouvakis, dans le milieu de la semaine, dire le pire est à venir. Oui, ça va passer. Oui. Alors, le premier ministre se transforme en bon père de famille, en père de famille qui dit qu'il faut penser à la sécurité. Et là, vous découvrez, vous êtes le chef d'un gouvernement, et vous découvrez qu'on n'a pas de plan d'urgence, que ce qui apparaissait invincible du côté d'Hydro-Québec, les pylônes tombent, même les ingénieurs, les gens d'Hydro-Québec sont incrédules, sont eux-mêmes sont dépassés. Ils sont dépassés, les centres. L'hydro est dépassé. Oui. On est en hiver, c'est froid. Oui, mais tout de suite, évidemment, on resserre les rangs. Sentiment tout à fait normal. Et ça se passe autour de mon bureau. Oui, ça devient une zone de contrôle. Une cellule de crise, mon bureau. Tout se passait là. Et très rapidement, par la force des choses, il n'y a pas eu de comité de réflexion. La part des choses, on a déconnecté toutes les agences gouvernementales pour les amener vers moi. Alors, tout était centralisé dans mon bureau. Qu'est-ce qui vous faisait dire que c'était comme premier ministre que vous deviez agir et non pas laisser ça à la sécurité publique ou au service de police, aux municipalités? Vous avez constaté tout de suite que l'ampleur... C'est tout le Québec, là. Tout le Québec est dans le noir. L'ensemble de la famille. Il ne fallait pas se disperser avec une agence, un conseil, un comité, même un ministère. Parce que même le ministère lui-même n'avait pas de plan proposé. C'est un choc, là, pour le... Oui, puis il n'y a personne qui le lui reprochait non plus. Non, c'est un choc. Alors, on s'est naturellement, ça s'est fait naturellement. Retrouvé autour de, justement, une cellule à mon bureau à l'Hydro-Québec, l'ancien bureau du premier ministre du Québec, jusque-là, à Hydro-Québec. Et c'est quand même un hasard, quand même. C'est un heureux hasard qu'on se trouve ensemble. Vous aviez juste à prendre, je ne sais pas, l'ascenseur ou les escaliers pour retrouver André Cailloux. À quel moment ça s'est imposé? Parce que c'est aussi ce que l'on retient, cette politique de communication, vous avez dit tout à l'heure, pour rassembler, pour rassurer, pour parler aux Québécois. Mais ça aussi, ça s'est fait naturellement. Dès les premières journées, là, j'ai réuni les gens autour de moi. Entre autres, évidemment, le président, directeur général de l'Hydro, André Caillé, les chefs de police, les gens qui s'occupaient de communication, qui s'occupaient d'aqueduc, qui avaient des services publics en général, certains chefs politiques, et puis on s'est retrouvés autour de mon bureau. Au début, on était peut-être une dizaine, puis finalement, on était peut-être 20 ou 25. Et là, c'est devenu très rapidement formalisé. C'est-à-dire que tous les matins, je ne sais pas, très tôt, 7h ou 8h, tout le monde se retrouvait autour de mon bureau. On faisait le point, on passait des commandes. Et puis tout de suite, on a dit, oui, mais on passe des commandes, mais la population veut savoir ce qui se passe, il faut l'informer. Alors, en fin d'après-midi, les gens qui avaient reçu des missions nous rendaient compte. Et souvent, ils le faisaient en temps réel à la télévision parce qu'André Caillé et moi, on se présentait dans un studio qui avait été improvisé dans une salle de conférence de Hydro-Québec. Et puis là, on faisait une conférence de presse qui n'était pas très préparée. Il n'y avait pas de communiqué, il n'y avait pas de communicateur qui ficelait des textes. On n'avait pas le temps, de toute façon. Et là, André et moi, très naturellement, comme si on avait été dans l'intimité, on racontait aux Québécois ce qu'on avait fait durant la journée, comment se présentait la crise, est-ce que ça s'améliorait? Non. Si ça ne s'améliore pas, ça va être pire, on le disait. Et puis là, les moyens qu'on prenait, puis on faisait venir des gens qui avaient reçu des missions. Hey, vous, là, on vous avait demandé de commander des couvertures. En avez-vous trouvé assez? Non. Comment vous n'avez pas trouvé assez? Mais pourquoi? Alors, ils nous racontaient pourquoi. Mais demain, on va être capable. Alors, les gens suivaient ça. C'est les besoins vitaux qu'il fallait rencontrer. Votre plus grande préoccupation, c'était quoi à ce moment-là? C'était la vie, la sécurité des personnes dans les maisons.
sécurité physique était très, très menacée. Il y a eu cette fameuse nuit du vendredi noir où il n'y avait plus qu'une ligne d'électricité pour alimenter Montréal. Cette ligne-là de 500 MW serait tombée qu'il n'y avait plus rien à Montréal. Il aurait fallu évacuer Montréal, mais évacuer comment? Tous les ponts étaient bloqués. On va regarder une photo, si vous voulez bien, de ce vendredi noir qui est assez évocatrice parce que c'est ça, des images, on ne voyait plus rien à Montréal. Et c'est le moment, vous deviez faire quoi à ce moment-là? Éviter la panique? Il y avait un fil. D'abord, oui, informer les gens, mais jusqu'où informer les gens? C'est une question. Vous n'avez pas tout dit, là. Il n'était pas question de dire aux gens, écoutez, cette nuit, il restait un fil. Il est battu par des vents violents. Et les fils, comme on dit, là, ils ballottent. Et là, il y avait un mouvement d'ondulation qui était imprimé au fil. Et là, le fil exerçait sur les tours d'un côté et l'autre du fleuve, à l'autre du fleuve, des pressions telles qu'il menaçait de tomber. Et ça, si ça tombait, là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien à Montréal. Et est-ce que c'est vrai qu'à ce moment-là... Ça, on ne l'a pas dit le soir même. Il ne fallait pas le dire, parce que... Ça va donner quoi de le dire, d'abord? Ça va donner quoi? Parce qu'au fond, si les gens paniquaient, quittaient Montréal, les ponts étaient bloqués de toute façon. Oui, il y avait seulement que le tunnel du Palais de la Fontaine qui fonctionnait. Et au fond, est-ce que c'est vrai qu'on a décidé de provoquer une panne plus grande à Montréal pour détourner l'électricité qu'il y avait pour les usines? C'est le lundi qui a suivi. L'usine le lundi qui a suivi, on avait besoin d'apporter sur l'île l'énergie produite par Beauharnois. Mais il y avait un gros problème, c'est que la grosse ligne de tension qui était là avait été bloquée parce qu'il y a un fil de garde, c'est ce qu'on appelle ça, qui était tombé sur les conducteurs et c'était partout des circuits. Alors il fallait enlever le fil de garde. C'est alors qu'Hydro-Québec a demandé à 2 de ses employés de monter à bord d'un hélicoptère dans des vents très violents. Ces tours-là étaient énormes, d'une hauteur, je ne sais pas, plusieurs centaines de pieds, vraiment. Là. Alors, ils sont montés dans l'hélicoptère, ils sont accrochés après les côtés de l'hélicoptère. Ils sont allés au-dessus de la tour, ils sont laissés tomber sur la tour pour aller débrancher le fil. Parce que leur vie, c'est clairement une affaire de fou, une affaire de fou. Mais ça a marché. Alors, ça a rétabli le courant, de sorte qu'il y a 500 à 600 MW de plus qui sont entrés sur l'île. Là, ça a permis de maintenir en fonctionnement les hôpitaux, les génératrices principales. Oui, parce que c'est sûr que tout était affecté, les résidences pour personnes âgées, les agriculteurs, les résidences pour personnes âgées, les hôpitaux. Oui, puis l'eau sur une île. Oui. Puis d'eau potable, c'est extrêmement, totalement inquiétant. De ces jours-là, quel est le souvenir le plus, j'oserais dire, le plus angoissant, le plus inquiétant ou le plus beau des souvenirs, s'il y en a, si on peut dire qu'il y a des beaux souvenirs de ces moments-là? Je pense que la fameuse nuit, là, c'était très angoissant parce que on ne savait pas ce qu'on ferait le lendemain. C'est l'inconnu. On ne savait pas ce qu'on ferait. Personne ne peut vous dire. Est-ce que la panique se serait installée? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, pas pouvoir sortir de la ville, sinon que à travers le goulot d'étranglement qui était un tunnel, dans des conditions extrêmement difficiles. Là, ça aurait été vraiment pénible. Là, il fallait pas que ça arrive, en fait. Il fallait pas que ça arrive, ça. Alors, pourquoi c'est pas arrivé, finalement? De chance, le fil a tenu. Ouais. Et, M. Bouchard? Les beaux moments, il y en a eu plusieurs. C'est des moments de solidarité. Ça a été absolument remarquable. Remarquable. Les gens... D'abord, il n'y a pas eu de panique. Les gens sont devenus très sérieux, puis ils ont tout à fait compris qu'il fallait se donner la main, là, puis qu'il fallait suivre des consignes, qu'il fallait être prudent, et puis on en donnait des consignes à la télévision. André Caillé, on sait qui est André Caillé. André Caillé, c'est d'abord un homme de science, vous savez, un docteur en sciences physiques, mais c'est surtout un administrateur et un communicateur hors pair, c'est ce qui s'est avéré. Alors, je me souviens, un jour, on était justement là, en train de faire une conférence de presse, puis quelqu'un appelle, puis il dit comment je fais, là? Moi, j'ai une génératrice, mais il faut que je débranche mon générateur. Non, écoutez, monsieur, là, je vais vous dire comment faire. Là, où est la génératrice? Elle est en bas dans le sous-sol. Très bien. Descendez dans le sous-sol, là, puis repérez l'endroit où il y a un panneau électrique, là, oui, puis approchez-vous de ça, là. Vous voyez, là, il y a une manette, là, et puis la manette, il y a 2 positions.
Il y a off, puis il y a on. Vous le voyez, là? Bon, mettez-le à off. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Mais ça, il y a eu des moments comme ça, oui. Bon, je ne dis pas qu'on s'amusait, là. Non. Mais on essayait de garder une certaine bonne humeur. Puis il y a le fameux symbole d'André Caillé avec son col roulé. Ouais. Lucien Bouchard, reste avec nous. Mesdames, Messieurs, on poursuit cette conversation tout de suite après la pause. Le Verglas de 1998, quelle leçon a-t-on tiré de cette crise qui a marqué l'histoire du Québec et qui a révélé bien des choses aux Québécois, sans doute? Je poursuis cette conversation avec l'ancien premier ministre, M. Lucien Bouchard, qui était à la tête des opérations. Comme vous le disiez avant la pause, M. Bouchard, comme un bon père de famille, un chef de famille qui veut réunir la famille, la protéger. Quand vous avez entendu dans le milieu de la semaine que le pire était encore à venir, comme premier ministre, comment on ressent l'urgence? Comment on ressent la nécessité d'agir? Comment ça se passe? Est-ce que c'est troublant? Parce que on ne voyait pas vos émotions. On ne les voyait pas, celles de monsieur. Vous étiez d'aplomb. On passait la journée ensemble, là, dans mon bureau. Et les nouvelles nous arrivaient, et les mauvaises nouvelles dont vous parlez, ça nous a évidemment obligés à dire, bon, un instant, là, on ne peut pas seulement réagir, là. Il faut essayer de prévoir, là. Si ça empire, de quoi aurons-nous besoin? Ben, on dit, on a besoin de génératrices, on a besoin de couverture, on a besoin de lits pliants, on va falloir sortir les gens des maisons, parce que des maisons pas chauffées, des personnes âgées, c'est normal le réflexe de ne pas vouloir quitter sa maison. Hein? On le voit dans toutes les catastrophes, les inondations qu'on vit en ce moment. Les gens ne voulaient absolument pas quitter leur maison, puis c'était dangereux parce qu'ils pouvaient geler, ils ne pouvaient pas aller chercher d'aliments. Alors, on s'est dit, non, on va essayer des défis qui vont se poser. Et là, évidemment, on a déclenché des opérations pour faire venir à Montréal tout ce qu'il y avait d'abord de génératrices. On est allé jusqu'au fond des États-Unis. Il n'y en avait plus à vendre nulle part. Oui. On les achetait. Des milliers de génératrices. Ah, on les achetait toutes. Et puis, les couvertures grises, ben, vous savez, je pense qu'on en achetait 80 000 ou des lits pliants. Il fallait créer des centres d'hébergement. Oui, puis là, on manquait de monde. Manifestement, là, il fallait... Hydro-Québec était sur les chantiers, essayait de redresser les pylônes ou des moyens de fortune. Les compagnies américaines avec qui Hydro travaille nous ont envoyé du monde. Les autres provinces nous ont envoyé des gens. Et puis là, l'armée. Puis là, à un moment donné, là, il faut l'armée. Vraiment, on est rendu à l'armée. C'est pas un réflexe qu'on a au Québec d'éviter l'armée. Vous savez, l'armée est venue 2 fois avant les troupes d'octobre, 70, pour laisser un très bon souvenir. Et puis, au cas, pas un bon souvenir non plus. Alors, faire venir l'armée, ça ne nous vient pas tout de suite en se disant, ah, l'armée, non. Alors, on s'est dit, il n'y a pas assez de moyens, on n'a pas le choix. Et j'ai appelé Ottawa. Monsieur Chrétien? Oui. Et puis, je n'ai pas hésité, là. On était bien au-delà de la politique partisane de tous nos conflits. Et l'armée est venue, il a envoyé des gens extraordinaires. Et dirigé par, on a vu sa photo tout à l'heure, le général Foran, le général Alain Foran, le général de l'armée canadienne. J'ai vu ce que c'est que des gens qui sont capables de diriger des opérations militaires. La façon d'inspirer des gens de discipline, de l'ordre, les idées de l'air. Alors, le général Foran, très rapidement, s'est joint à nous le matin dans nos délibérations. Puis il y avait tous les chefs de police. Et quand je vous dis qu'il y avait une coopération, vous connaissez l'histoire traditionnelle des conflits entre les Verts et les Bleus. Mais pas qu'il n'y en a plus, là, au Québec. Là, il y a un seul chef. Bon. Oui, mais à ce moment-là, on avait les chefs des deux. Alors, les gens autour de la table coopéraient. Ils ont accepté de se mettre sous la direction du général Foran. Donc, c'est une grande leçon de solidarité pour vous. Ça s'est très bien passé autour de ça, oui. Est-ce que vous vous sentiez, comme premier ministre, que vous ne pouviez pas échouer, que c'était un test de leadership incroyable? Ah, non, je pensais pas. Honnêtement, on ne pensait pas. C'était un test, on va être jugé. Non, on était... Moi, j'étais mon propre juge. C'est le gros bon sens, là. Bon sens. Comme par exemple, pourquoi avoir centralisé tous les pouvoirs entre mes mains? Bon, c'était pas par appétit de puissance, là. Quoi que j'ai vu à quel point dans l'action de centraliser
puis d'enlever la bureaucratie. À quel point ça peut être profitable, peut être efficace. C'est dangereux, vous me direz, on peut faire ça seulement durant les crises. Il faut le faire durant les crises. Mais j'ai vu à quel point de ne pas avoir de comité de règlement. On a tout débranché ça, là. Tout débranché. Puis là, l'argent, là, c'est directement. Puis après, on a rendu des comptes, c'est sûr. Oui. Vous avez déclenché une commission d'enquête aussi. Oui, évidemment. On savait qu'il fallait rendre des comptes par la suite, mais il y avait. Et puis, vous avez vu aussi également au point de vue politique. Même les partis politiques adversaires sont ralliés à l'opération générale. Il ne s'est pas fait de politique. Il ne s'est pas fait de politique. C'est rare, ça. Ouais. Oui, il paraît que j'ai lu, en fait, que M. Johnson, qui était alors chef, Daniel Johnson, qui était alors chef de l'opposition, prenait des nouvelles tous les jours. Absolument. Et puis il voyageait, il allait voir les gens, il encourageait, il s'intégrait à l'opération. Est-ce qu'on a tiré les leçons? Parce que, en gros, la commission Nicolet a publié un rapport de 1500 pages, mais on a découvert le manque de fiabilité du réseau d'Hydro-Québec. Puis c'est drôle parce qu'on est 20 ans plus tard, puis il y a des recommandations qui devaient s'appliquer 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. Mais vous savez, ce sont des choses qu'Hydro savait. Hein. Hydro-Québec savait que la déficience principale de son réseau à Montréal, de son réseau d'alimentation de l'île de Montréal, c'est que le circuit n'était pas bouclé. C'est l'expression technique que j'ai apprise à l'époque. Il aurait fallu qu'il n'y ait pas seulement qu'une entrée comme ça, qu'il y en ait une autre qui fasse le tour puis qui rentre par l'autre côté. Mais ça a toujours été impossible de faire ça. Pas parce que les gens ne voulaient pas le faire, mais il y avait beaucoup de résistance de la population concernée, des raisons environnementales, écologiques, les paysages. Bon, puis qu'on peut comprendre. Mais là, avant même que la crise se termine, je me souviens qu'on a adopté un décret pour que l'Hydro lance les travaux pour boucler. Et ça a été la ligne RTL des cantons. Vous savez quelles difficultés on a eues. Malgré tout ce qui venait d'arriver, malgré tout ce qu'on pouvait garantir qu'il n'y aurait plus jamais de crise comme ça à Montréal si on bouclait comme on allait le faire, ça a été extrêmement difficile. Au point de vue politique, c'était extrêmement dur. Parce que c'est dur de faire des choses aujourd'hui, vous savez. Et puis c'est pas beau non plus. La ligne, elle n'est pas belle. C'est des gens qui prennent la 10 pour aller à Magog. C'est le prix à payer parce que le débat aujourd'hui, là, on va en faire une ligne vers les États-Unis, mais Hydro-Québec dit que ça coûte trop cher d'enfouir une ligne dans les Laurentides, hein, parce que c'est... Enfouir? Oui. Ah ben non, enfouir, c'est une autre affaire. Oui, c'est question d'argent. À la fin, il y a une question d'argent aussi. L'autre dimension, c'est l'absence de politique d'urgence pour l'entente du territoire. Ça devait être un choc pour vous d'apprendre qu'au fond, il n'y avait pas de véritable plan. Mais il n'y en avait pas non plus. On avait eu une expérience quelques années avant, lors de l'inondation du lac Saint-Jean. Là, il est arrivé, encore une fois, un phénomène atmosphérique qui se produit une fois tous les 10 000 ans. Et moi, on m'a appris à l'époque qu'on ne fait pas de plan pour une crise qui arrive une fois tous les 10 000 ans. On est fait un peu plus, un espace plus rapproché. Mais en même temps, là, avec les changements climatiques aujourd'hui, on doit se préparer à ça. On le voit aujourd'hui avec les inondations. Les sinistrés, 7-8 mois plus tard, sont encore en difficulté. Et puis on pense encore à établir des plans d'action. Ça veut dire qu'il faut savoir prévoir, faut tirer les leçons de... Les plans d'action, les plans de construction, puis le zonage aussi. On va pas... je pense qu'on va cesser de construire des maisons dans des zones inondables. Puis d'autant plus que les zones inondables vont s'agrandir. Alors il y a beaucoup de projections à faire, Ça prend du courage politique, ça, pour... Il faut souffrir politiquement. Est-ce que vous avez ressenti la gratitude des Québécois après le verglas ou pas? Il y a eu des élections pas longtemps après, mais... Oui. C'est sûr qu'après, les gens étaient... Il y avait une sorte de fierté collective aussi, hein? Les gens étaient contents de la façon dont ils avaient réagi ensemble. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est l'Hydro-Québec, là. C'est l'Hydro qui était attaqué, hein? Il faut penser qu'au cœur de tout ça, c'est l'Hydro qui était attaqué. Et j'ai vu à quel point les Québécois sont fiers de l'Hydro-Québec. À quel point Hydro-Québec... Alors, au lieu de réagir et de dire Hydro-Québec, c'est mal géré, ça tombe, c'était mal construit, il y a eu une réaction contraire. On a dit non, il faut construire. Non, puis ils sont fiers à l'Hydro aussi pour redresser la situation. Vous avez vu, ils ont eu confiance à l'Hydro. On m'a dit qu'il y avait eu des sondages qui montraient une confiance au niveau de 95 ou 97 pour Hydro-Québec. C'est une relation très particulière entre Hydro-Québec et les Québécois. La fierté, Et ça a beaucoup aidé, ça, à créer ce sentiment d'unité autour de la réaction. Vous avez célébré, enfin, je ne sais pas si c'est bon mot, mais le départ de René Lévesque à l'automne, à 30 ans. On n'a pas célébré son départ. On l'a souligné, le décès. C'est plutôt signé. Mais vous avez aussi parlé à ce moment-là de la ferveur des Québécois.
Et vous avez dit là-dedans que le Québec avait changé. Ouais. Est-ce que ça vous frappe? C'est quel diagnostic vous portez en général? Parce qu'en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Le Québec ne va pas échapper à un changement qui s'observe partout dans le monde. Hein? Alors, oui, il y a des puissants facteurs qui sont en train de faire évoluer notre société. Il y a des nouveaux concepts, de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de voir. Manifestement, on est en route vers quelque chose d'autre. On ne sait pas encore quoi. Il y a un itinéraire qu'il faut suivre. Là. Et il va falloir des dirigeants politiques pour nous indiquer la voie et nous y amener. Ça prend des leaders pour le... Les gens qui assument le pouvoir aujourd'hui n'ont pas une mince tâche. Hein? C'est pas facile. Parce que vous parliez de son héritage sur notamment la question de l'engagement collectif, mais le français en terminant. Ouais. Oui. Ouais. Pas la même ferveur, là. Non. Ça, je ne sais pas. Parce que chaque fois que les Québécois pensent que le français est menacé, ils réagissent. Hein? Ils réagissent tout le temps. Lucien Bouchard, merci d'avoir partagé vos souvenirs comme ancien premier ministre qui a dirigé les opérations à l'occasion de cette crise du verglas dont plusieurs se souviennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.